Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc de retour dans mon nouvel appart à Paris. Je vais pouvoir faire mes vidéos et mes streams depuis chez moi cette fois-ci. On va se retrouver pour la suite du guide Garrotte, tout simplement, sur le Unface. Comment on bat le Unface? Quels sont les petits tips à avoir? Comment jouer le match-up? Les réponses en vidéo. A tout de suite. On va se retrouver maintenant pour une deuxième game qui était très très compliquée également. Très très compliqué parce que vous allez voir que par moment ça arrive avec le deck, vous allez juste blanc vos pioches, votre carte de pioche, du coup bah vous allez voir un peu comment vous êtes censé jouer contre justement chasseur quand vous arrivez à manquer de pioche. Donc l'idée donc vous vous doutez ça va être de jouer dans un premier temps tempo, donc je vais garder ici néophyte. Je vais garder néophyte, donc pour ce qui est l'équipe, encore une fois du match-up, ça va être Octobot, euh, Octobot, Swindle. Le Shroud, vous n'allez pas vraiment garder de fil contact, vous gardez. Euh, et le Plunderer dans certains cas. Le Kazakus tout le temps. Et voilà. Voilà en résumé le Plunderer si vous avez déjà une main, on va dire, décente à côté. Donc là, on va juste counter Néophyte, parce que dans tous les cas, on ne peut pas tuer cette Néophyte, hormis Penflinger et la 2-1. Donc counter néophyte c'est bien pour empêcher un sort de buff ou voilà. Il peut pas et faire un sort de buff et faire un autre sort à côté. Donc là pour l'instant voilà on a une main qui va prendre la tempo, qui va reprendre la tempo en fait. Et l'idée c'est que c'est une main en fait certes qui reprend la tempo mais à tout moment qui peut blank. C'est le risque. Donc là il choisit d'aller face, c'est normal, c'est une face. Et là la question ça va être de comment gérer les trades. Est-ce qu'on a envie de tout commit sur le board ou pas? Donc là, sur le spot, je vais choisir de tout simplement commit parce que on est sur le tour 3, il a plus la pièce. Et dans l'idée, j'ai envie de laisser aucune créature sur le board adverse, tout simplement. Donc là, il y avait l'idée de soit... En fait, il y a une seule réflexion. Soit on laisse, on va dire, le Penflinger en vie sur notre terrain, soit on le remonte dans la main. Donc ici, la main étant très vide, je vais quand même choisir de remonter le Penfinger à la fin du tour. Donc on va remonter le Penfinger. Dans l'idée, c'est justement en cas de top deck fil contact, on se donne, on va dire, les outils. Là, on n'a pas besoin d'utiliser la prep si justement on va remonter et on va faire Penfinger ici. Hop. Et ouais, on a un board suffisamment conséquent pour pouvoir se permettre de garder Penfinger en main. Des fois, tu vas drop le Penfinger quand il faut justement tanker face à la 5-4 qui va taper. Sinon, là, dans le spot actuel, on va dire que voilà, on peut se permettre de la garder parce que la main est vraiment très très vite. Donc là, on espère vraiment récupérer de la pioche. Donc là, on voit qu'il dépense du burst sur le spot pour justement gérer notre board. Donc là, ici, on va juste faire une 1-1 tranquillement. On voit qu'il y a un keep en mulligan, donc c'est peut-être la 3-4 pour 4 ou bien mon cric. Donc là, on va voir, ça a pas l'air d'être la 3-4 pour 4. Ok, c'était la néophyte. Et là, on voit qu'il a fait un value trade. Du coup, on n'a plus de jongleur sur le spot. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Après, par contre, là, on vient de piocher, on vient de récupérer Arnaque, mais on voit que les cartes qu'on a eues derrière ne sont pas folles du tout. Mais là, après, l'adversaire, on a l'info qu'il a plus qu'une 1-1 en main. Donc là, il a une 1-1 et une autre carte random, on ne sait pas ce que c'est. Donc de ce principe-là, on peut se permettre de face tank les 3 de dégâts. Le Brain Freeze, on va devoir le garder en cas de top deck fil contact, parce que vraiment, le fait de top deck fil contact, et ici, si on n'avait plus de combo ou de cri de guerre à jouer, ça serait assez terrible. Ça serait assez terrible. Donc là, est-ce qu'on va choisir de jouer quelque chose? Je ne crois pas, on va juste redag ici. Et là, on sait qu'il y a une carte morte qui est une 1-1 en main. Et on est vraiment chacun notre tour qui piochera le mieux. Sauf que nous, on joue quand même 8 cartes de pioche. Là, il en reste plus que 7 dans le deck.
plus le Kazakus qui est vraiment une très bonne draw. Donc là, il s'agit de bien piocher. Et là, c'est un Mancrek qui est drop sur le spot. Donc ici, je crois que je vais garotte pour déclencher le Wand Fif. Hein. L'idée, on veut garder vraiment les deux cartes ici. Nos deux cartes en main. Et ici, qu'est-ce qu'on va découvrir? Barrière de glace. Donc Brain Freeze sur le papier, c'est ok, mais j'aime bien l'idée de la barrière pour vraiment tanker les dégâts. En fait, là, on n'est pas assez bas en point de vie pour qu'ils se disent ok, j'ai plus besoin de taper face. Là, on reste quand même assez haut en point de vie. 13 PV, c'est haut, hein, s'il faut rentrer tous ces dégâts face. Voilà, on va dire que voilà, on reste assez large. Là, on est à 10 PV. Il va rentrer ces 3 dégâts face. Du coup, on passe à 8, 7, 6, 5, plus 8 PV, donc 13. 13 PV sur le spot, donc 13 PV, on revient à la situation où on était. Et voilà. Seul X, c'est qu'on ne récupère pas de pioche, là, toujours. Et là, on a 20 cartes dans le deck. Et dans les 7 cartes de pioche, plus le Kazakus, bah on n'a pas réussi à en piocher. Sachant que, en plus de ça, on a 3 bleeds dans le deck. Donc là, c'est comme si on avait 17 cartes. Là, quasiment la moitié du deck est une bonne draw, concrètement. Et ici, là, comme vous avez pu voir, j'ai choisi de juste Brain Freeze sa 3-3. Et l'idée, c'est vraiment de garder l'out de top deck fil contact pour piocher beaucoup. Hein, parce que sinon, on est dans un spot assez compliqué en cas de top deck fil contact. Mais si on n'a plus rien à piocher. Qu'est-ce qu'on va piocher prochain tour? On repioche un Wand Fif. Donc ici, je vais drop le Wand Fif. On regarde ce qu'on a. Évocation. C'était un des outs. C'est pour ça que j'ai d'abord drop la 1-4. Et puis, j'allais pas drop autre chose, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu les mécaniques. Hein. Là, on va juste jouer les sorts à 0. Là, c'est pas... Il n'y a rien d'impressionnant. Hein. Vraiment, juste identifier les cartes à 0 que vous allez vouloir jouer. Le Devolve, a priori, il ne devrait pas avoir trop d'intérêt. Ça va dépendre. Ça dépend de ce qu'on fait dans le tour. Donc là, on va sûrement piocher avec ce sort. Parce que dans le tour, on a envie de faire barrière de glace. Barrière de glace qui va être très très forte. Hein. Parce que justement, les dégâts, il ne va pas les connecter si facilement que ça. Et la question... Pardon. La question, c'est est-ce que il va avoir Rhino... est-ce qu'il joue une version avec Rhino ou pas? Parce qu'il y a des listes qui jouent avec Moonfang, donc la 6-3 bête. Et d'autres qui jouent juste avec Rhino. Donc... ici on récupère Shadow Step, du coup on va pouvoir tout tuer. Et là il va y avoir un play subtil ici. Donc on tue tout. Et le play subtil va être de ne pas dag ici. De ne pas tuer une de ces créatures. On n'aura plus dag face. Mais l'idée c'était de vraiment pas... comment dire? De ne vraiment pas prendre un dégât de plus. Là à 9 PV il aurait été tenté en fait de faire Hero Power, Piercing Shot. Et c'était exactement setup létal en 2. Alors que là, à 10 PV, ça veut dire il nous aurait fait Hero Power, Piercing Shot, et on était à 3 PV. 3 PV, c'est du coup en range d'un juste un Hero Power. Et du coup, on va dire ça nous laisse un peu plus de temps. Ouais, là, on a beaucoup de bonnes pioches, et là, il est temps de bien piocher. Donc là, on pioche le Kazakus, qui est une très très bonne pioche. On va rechercher dans l'idéal le lifesteal. Est-ce qu'on va le toucher? On le touche, mais... on est dans un spot où je l'identifie que le mieux va être taunt en fait. De vraiment empêcher cette 8-4 de connecter face. Et ici je vais choisir tout simplement de faire plus de plus de 1. Donc là en fait ça devient sur le spot un setup létal. Et là si concrètement il pioche rien, il est mort. Parce que là, pardon, la 8-4, si elle trade la 5-5, derrière on a 3, 6, 9, 13, 18 et la dague 19. Donc 19 de dégâts, c'est exact létal. Et là, il fait pas une draw de merde, donc, parce que ce Barak, Kodo, qui va lui donner, on va dire, 2 cartes. On sait qu'il n'y a plus de quick shot, donc là, il y a forcément lame shot pour 3 de mana et un sort à 1. Mais en analysant les sorts à 1, c'est sans doute un tracking. Ou bien le sort à 1 qui inflige 1 et qui invoque une 1-1. C'était le tracking, donc là, globalement,
On va voir le choix de notre adversaire. Il peut pas et faire son sort à 3 et Hero Power maintenant. Et surtout que s'il l'avait fait, il était obligé de le faire en tradant. Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'il choisit de faire. On a exactement 14 de dégâts si tu l'as 4-1. Et il choisit de piercing shot la 5-5. Ce qui me va parfaitement en soi. Parce que s'il avait choisi de piercing shot la 4-1, on était dans un spot où on avait du coup 4 PV de moins. Et du coup ça revenait à un setup létal. Donc là il y avait quand même une grosse erreur de la part de l'adversaire. Tout ça pour avoir tué une 5-5. Et on n'avait plus de Shadow Step, donc il n'y avait pas vraiment d'argument à tuer notre Kazakus. Ici, on va tranquillement ping le Moonfang et double trade. Et l'idée, c'est que c'est toujours un setup létal. Donc on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec Garrot, 14, plus ces 2 dégâts de Wyrm, 15, 16. Et en cas de top deck d'un sort, eh bien ça fera 18. À moins qu'il choisisse de tuer une de mes créatures. Et là, c'est ce qu'il va faire. Il va tuer donc ma Wyrm de mana. Et vu qu'il la tue, maintenant, il va falloir un peu plus de dégâts que simplement quelques sorts. Et là, on pioche passage secret. Donc là, on a exactement 5 bleeds dans le deck. Il suffit d'en piocher 2 et c'est gagné. Est-ce qu'on va en piocher 2? Et c'est en effet gagné. Et ici, c'est donc le létal. Donc c'est une game assez compliquée. Comme vous voyez, il y a vraiment des games où vous n'avez juste pas à avoir de draw. Vous allez juste devoir optimiser vos ressources et prendre les bonnes décisions, tout simplement. Prendre les bonnes décisions, voilà, ça se travaille. Et voilà, j'espère un peu vous avoir aiguillé sur la prise de bonnes décisions, l'analyse un peu qu'on peut avoir de main adverse. Voilà tout. On se retrouve juste après donc pour la seconde game. Hein, dans l'intro, vous allez voir que j'ai inversé les deux games, mais c'est pas grave. A tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite pour une deuxième partie avec un adversaire de taille. Donc un adversaire, je crois, chinois, et qui réalise de très bonnes performances en tournoi, en compétition. Donc ici on va garder seulement Kazakus. Et Néophyte ici qui va être récupéré et qui est une très bonne carte. Donc voilà, vous connaissez maintenant le mulligan, globalement les cartes à garder. Et cette gamme est sans doute une des plus incroyables que j'ai faites en termes de prise de décision et de... Vraiment cette game s'apparentait à une partie d'échecs. Et il y avait vraiment la sensation de maîtriser la game, mais en même temps en faisant pas grand chose. Je vais vous montrer un peu la subtilité. Donc ici on va rien faire hein, évidemment, on va passer le tour. Tour 2, on va néophyte, hein, on espère que l'adversaire ne pièce pas, parce que s'il pièce, ça veut dire que c'est une sortie agressive. Donc dans l'idéal ici vous préférez largement que chasseur ne fasse pas de pièces. Et ici il part avec la 1-2, la 1-2 en enchaînant avec les petites 1-1 qui mettent on va dire beaucoup de pression. On récupère le fil contact, même si là vu la main ça a l'air assez lourd, on va pas le jouer avant un petit moment. Là sur le spot ça risque d'être un grand passage secret sur le tour 3 si on pioche, on va dire rien de mieux. Il a la 5-4 sur 2, donc là pour l'instant ça fait pas de pression directe, mais c'est quand même une grande menace pour dans 2 tours. Là ça va être le tour de Kazakus en fait qu'on va voir cette 5-4 qui va se réveiller. Ici donc on récupère prep, donc on aurait pu juste néophyte, mais là le play c'est clairement de tout gérer avec en plus de ça 2 de pioche. Et ici ce que j'aurais pu envisager mais que j'ai pas fait, c'était tout simplement de jongleur, de le remonter en main, donc il n'y a aucune création sur le board. Mais le truc c'est que sur ce timing là c'est pas grave en fait qu'il y ait le jongleur sur le board. Et dans l'idée c'est que tour 3, le tour c'est souvent Mankrik. Donc si jamais il a Mankrik, il va Mankrik sur le spot.
Et en l'occurrence, il va réussir à tuer cette 1-1, mais en fait ça avait une importance indirecte, donc il fallait du recul pour se rendre compte de l'importance. C'est que cette 5-4 va se réveiller sur ce tour-ci. Du coup là, s'il avait Mankrik sur 3, et bien du coup ses chances de taper face avec la 5-4 étaient de 1 chance sur 3, alors que ici elles sont d'une chance sur 2. Après, certains grands experts diront que, en tous les cas, cette 5-4 a une chance sur 2 de taper face, mais ceci est une autre histoire. Ici, on va prendre Rush et Gel sur ce spot. Malheureusement, c'était pas du lifesteal. Lifesteal, vraiment, c'est clutch contre Hunter. Et malheureusement, ici, ça va pas être le cas. Tour 4, donc le plus chiant serait de se prendre la 3-4 qui va piocher éventuellement un Rhino. La version qui joue arme, la True AM Crescent, joue très souvent le Rhino parce que justement la synergie est insane et contre voleur, t'as moyen de prendre beaucoup de dégâts. Donc ici, pas de surprise, ça va être le golem. On espère au moins geler la 5-1 histoire que on ne doive pas faire un trade assez horrible ici. Donc voilà, on va voir ce qui est gelé. Et ici, on va tranquillement du coup tuer la 3-4. La 3-4 qui est tuée. On arrive à peu près à temporiser le board. Du coup, on est à 21 PV sur ce spot. Ce qui est décent, on va dire. On a su s'en sortir. Là, si on se prend un Rhino, du coup, on va passer à 16 PV. Mais s'il fait Rhino maintenant, ça veut dire qu'il profite pas de son arme pour vraiment mettre un coup avec son arme, puis le Rhino directement. C'est, on va dire, une des menaces les plus importantes que peut faire le chasseur en termes de dégâts. Juste un Rhino 7-6 qui tape une 1-1 par exemple et une 3-2. Donc si vous tapez la 3-2 avec votre arme et le Rhino naturellement dans la 1-1, ça fait 12 de dégâts. 12 de dégâts juste pour 5 de mana, sans compter l'arme équipée, on va dire qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est pour ça que là il choisit de grid son arme. Pardon, de grid son Rhino qui est en main. Et il a bien raison. Donc ici on va prep Shroud pour essayer de piocher l'Octobot. Et on ne récupère pas l'Octobot dans ce spot. Et ici, vu qu'il faut être rapide, je choisis de drop le Plunderer parce qu'on avait 2 Shadow Step à piocher dans le deck. Et on avait du coup 2 draws pour ça. Avec 14 cartes dans le deck, on n'en avait pioché aucun. Donc, dans tous les cas, en termes de statistiques, on avait quand même de grandes chances de piocher le Shadow Step. Seul truc qui est chiant, c'est qu'on n'a pas pioché d'Octobot. Donc là, pour l'instant, la main, on va pas pouvoir la réduire facilement. L'adversaire va-t-il faire Rhino? Là, pour l'instant, ça a l'air d'être un adversaire plutôt intelligent. C'est-à-dire, il va attendre que je fasse une grosse pression pour balancer son Rhino. Parce que là, concrètement, balancer un Rhino, je vais le one-shot avec le Price Plunderer. Donc, c'est pas très intéressant pour lui. Et il choisit du coup d'optimiser le mana au maximum, donc ce qui est le play le plus pertinent ici. Et donc toujours de garder Rhino, et là à tout moment, si je ne mets pas, comment dire, je mets 2 créatures, il a moyen d'avoir exact létal, donc ça ferait 6 plus 6, 12, si je mets 2 créas à 1 PV, enfin une à 2 PV, une à 1 PV. Donc ça ferait même plus que le létal avec Hero Power. Et voilà, donc là on est dans un spot particulier où qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement. Attention spoiler. Passer le tour. Enfin, bien sûr, avec un petit coup de dague, hein, ça fait pas de mal. Mais dans le spot, c'était très tricky. Hein. Là, vous auriez pu être plusieurs et tenter de vraiment lâcher plusieurs créatures. Hein. Et partir en tour de pioche maintenant. Mais j'ai choisi d'attendre un tour en fait. Et ici, par le fait d'attendre un tour, je me donne plus de flexibilité, on va dire. Sur le fait de pouvoir éventuellement, là, si on avait pioché Octobot, il y avait un monde où on tuait l'adversaire sur le spot. Donc, ici, je vais pas avoir le choix de partir, hein, parce qu'il est assez top létal, et il faut jouer des cartes. Donc, on joue des cartes. Et ici, je vais longtemps réfléchir, enfin quelques secondes, avant de vite me rendre compte qu'en fait, Firesal, c'est les nuts, donc le sort d'AOE de mage. Et dans l'idée, ça va être de piocher le plus possible sur le spot et derrière de tuer en fait toutes les créatures sur le board. Donc c'est vraiment une façon particulière de jouer le match-up, mais c'est la manière
qui fait qu'on ne meurt pas instantanément hein, sur le spot, parce que là on serait juste mort en laissant nos créatures, à cause de l'arme et du rhino. Donc là pour l'instant c'est vraiment une partie d'échec où on ne laisse aucune créature sur le board. Et là la question c'est est-ce qu'on va pouvoir le tuer prochain tour? Est-ce qu'on va pouvoir le tuer prochain tour? Il choisit de drop son rhino. Et du coup il nous met exactement à 8 PV. Il nous met à 8 PV, ça veut dire que là vu qu'il a la 1-1 en main, avec le tir à 4 de mana, s'il met un coup de dague face, bah il a exactement l'étal. Sur ce spot, je pense qu'il aurait dû mettre le coup de dague face. Dans tous les cas, il va pas s'amuser à trade en fait avec ce coup de dague. Et l'idée c'était de, en cas de création de barrière de glace. Donc c'est une micro erreur, mais en même temps, enfin, elle peut être subtile à voir. Le fait de mettre à 7 PV son adversaire. Ok, du coup là, on va voir si j'arrive à tuer l'adversaire. Donc c'est un tour assez technique. Il me reste un Shadow Step. Là, comme on peut voir, j'ai toutes les parties de la combo dans la main. Donc ici, on va certainement pas proc là un 3, hein, parce que là un 3, on veut la Shadow Step. Et là, il y a un souci de place en main, en fait. Et vu qu'il y a ce souci de place en main, eh bien, enfin sur le terrain, pardon, eh bien, je vais choisir de suicider. Pourtant, c'est pas instinctif avec la 2-1, je vais choisir de suicider mon autre créa, alors que du coup ça aurait pu donner un spell damage, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec un seul dégât des sorts, bah, vous avez 24. Donc là, l'idée c'était clairement de faire de la place sur le board, sinon juste avec cette décision de pas tuer ma propre créa, bah, je perdais la partie, tout simplement. Donc ici voilà, c'est une game très particulière, hein, vraiment un game d'échecs. Hein. En tout cas, de mon point de vue, quand je la jouais, c'était vraiment une game d'échecs. Et très plaisant à jouer, très plaisant de réfléchir hein, à comment ne pas perdre la game, comment trouver ses outs, tout simplement. Donc voilà pour cette première game. On va se retrouver tout de suite avec un deuxième gameplay. Donc à tout de suite.